Bien, je souhaite la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Nous sommes maintenant suffisamment nombreux pour pouvoir commencer. Je crois qu'il y avait une soixantaine de consoeurs et de confrères qui étaient inscrits et de personnalités d'ailleurs. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue. Il est donc 19 heures à Saint-Denis de la Réunion, 17 heures à Paris, 11 heures en Guadeloupe, Pointe-à-Pitre. Je salue Dominique Mogène qui nous rejoint depuis et qui nous parle depuis la Guadeloupe. Il est également midi à Cayenne et puis bien sûr 18 heures à Mayotte, Djawzi, parce que nous avons, vous l'avez compris, des personnes qui viennent de tous horizons, de tout territoire, et que ce webinaire donc, organisé par la commission Outre-mer d'ECF, que j'ai le plaisir de co-animer avec Dominique Mogène, qui a été la présidente sortante du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Guadeloupe, que je salue, que je remercie pour m'avoir aidé à préparer et à organiser ce webinaire. Et bien sûr, nous aurons deux invités illustres. Nous avons d'abord le président de l'Association des industriels de la Réunion, mais surtout le président du groupe Dijou, donc Michel Dijou, qui peut-être nous dira quelques mots sur son parcours. Je peux simplement vous rappeler qu'il est à la tête d'une entreprise qui intervient dans les énergies renouvelables, chauffe-eau solaire et photovoltaïque depuis plus de 30 ans, et que c'est un acteur majeur du développement économique de son île. Et je remercie Monsieur le Président de bien vouloir vous prêter au jeu donc, des questions-réponses auxquelles nous allons nous livrer ce soir. Ce que je voulais également vous dire, c'est d'abord vous remercier pour votre présence nombreuse ce soir à travers les différents territoires, ce qui démontre d'ailleurs que le thème que nous avons choisi ensemble à la Commission Outre-mer des experts comptables de France, c'est un thème qui aujourd'hui intéresse et en tout cas interpelle. Lorsque nous avons abordé ce sujet, ça venait d'une discussion avec un confrère martiniquais, et je le salue, Victor Emmanuel Long, qui nous en a parlé, et qui nous avait sensibilisé sur ce rapport de l'IGF qui a été publié en juillet 2023, qui est passé dans un premier temps inaperçu, et puis dans la presse, s'est fait écho sur nos différents territoires, et moi je parle de la Réunion en particulier, mais je pense que sur les autres territoires, vous avez entendu parler de ce rapport, et on va bien sûr aujourd'hui se livrer à un examen qui peut être critique d'ailleurs, des constats auxquels se livre le rapport de l'Inspection générale des finances sur le régime d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer. C'est l'objet du débat que nous allons mener aujourd'hui. Nous allons être rejoints dans une demi-heure à peu près par Philippe Naillet, qui est député de la Réunion de la première circonscription. Alors Philippe Naillet n'a pas pu être parmi nous pour le début de ces webinaires parce qu'il est par ailleurs pris dans des séquences de réunions avec son groupe parlementaire. Vous savez qu'actuellement se discute à l'Assemblée le projet de loi de finances pour 2024 et le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, financement de la Sécurité sociale, et donc Philippe Naillet est à ce titre extrêmement occupé, mais il a bien voulu se prêter donc à ce jeu de questions et de réponses, et on va donc l'accueillir en le remerciant tout à l'heure. Ce que je vous propose également, avant de passer la parole à Dominique Mogène et bien sûr à notre invité Michel Dijou, je vous propose de rappeler quelques règles. Le principe du webinaire est que nous allons faire court, 1 heure maximum. Donc, l'objectif qu'on se donne, c'est de finir donc, à 20 heures à La Réunion, à 18 heures à Paris, et vous convertirez dans les autres territoires sur l'horaire. Deuxièmement, on a préparé donc une série de questions de réponses qu'on va évidemment poser à nos invités. Si d'autres personnes veulent intervenir, le principe est que vous pouvez le faire à travers le chat. Donc, vous avez un onglet Q, questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller. J'espère d'ailleurs que vous m'entendez bien. S'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ce qu'on a souhaité effectivement, c'est d'échanger sur ces constats auxquels arrive donc le rapport. Et bien sûr, on attend aussi des réactions de votre part avec Dominique. La première chose que je veux dire, Dominique, avant de te passer la parole, c'est que si les constats
et le diagnostic posé par le rapport, en tout cas, rejoignent les constats que l'on peut faire sur nos territoires. Il me semble que les réponses apportées sont, je dirais, simples, ou en tout cas, font des raccourcis. Et j'ai toujours été stupéfait par le fait que dans ce rapport, comme dans d'autres, on pointe et on va mesurer l'efficacité d'une mesure de soutien fiscal à l'investissement par, par exemple, le nombre d'emplois créés, en comparant le montant de l'aide fiscale au nombre d'emplois créés, alors que ce calcul n'est pas toujours fait pour d'autres dispositifs. Je pense au crédit d'impôt recherche. Et si aujourd'hui on décide de soutenir l'innovation en France, ce que je ne conteste pas, pourquoi on ne ferait pas la même chose pour nos territoires ultramarins, dont les handicaps sont connus et rappelés, et je pense que Michel Dijoux en parlera. Voilà donc le cadre de ce débat. En tout cas, ce rapport présente des solutions et des mesures qui vont certainement être discutées, et Philippe Naillet nous le dira, puisque lundi a eu lieu en séance du Parlement une discussion sur le budget des Outre-mer, et on est revenu donc sur les constats de ce rapport, notamment en ce qui concerne la défiscalisation de certains éléments comme les chauffe-eau solaires et les véhicules de tourisme. Mais là aussi, je ne veux pas déflorer le débat. Voilà donc les règles rappelées. Donc, sans plus tarder, en souhaitant donc là aussi la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre, je vois que le nombre de participants grandit et je m'en félicite. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole donc à Dominique Mogène, qui, je pense, a préparé des questions qu'elle va poser donc à Michel Dijoux. Je passe la parole et merci encore à vous tous. Merci beaucoup, Abdullah. Bonjour tout le monde. Alors, moi, j'ai quelques petits soucis de connexion parce que de temps en temps, Alors, c'est oui, que effectivement, on n'aura Dominique, ce pas à que je te souffrir en tout cas propose, de ce petit incident technique. ce que je propose, c'est peut-être Ah oui, de, ça de se... déconnecter ta caméra pour éviter effectivement qu'il y ait des ruptures. Parce que je pense qu'il y a, ça a été coupé. Merci. Voilà. OK, je m'excuse auprès donc, des participants. Je vous remercie d'avoir répondu nombreux, puisqu'en fait, là, actuellement, il y a 38 personnes connectées, mais d'avoir répondu nombreux à cette thématique de Rugbynia, qui est un sujet en fait central pour nous, Domiens, puisqu'on sait très bien en fait que l'investissement, c'est le cœur c'est un moteur pour nos économies locales. Et on y face à un rapport en fait qui est extrêmement critique sur les retombées économiques en fait des mécanismes de défiscalisation. Il conclut d'ailleurs d'entrée de jeu, hein, puisque c'est inscrit dans la première partie de la note de synthèse du rapport de l'IGF. Donc, il conclut à l'impossibilité de flécher avec précision les retombées pour les économies domiennes. Ce rapport, malheureusement, il prête aussi beaucoup d'insuffisance en matière de contrôle de la part de l'administration fiscale. Alors, est-ce qu'il faut qu'on craigne malheureusement l'intensification des contrôles sur nos territoires et à destination de nos chefs d'entreprise? Alors, insuffisance de contrôle en matière de défiscalisation, notamment directe, et également aussi pour les sociétés de montage de défiscalisation. Et il conclut en fait effectivement qu'il faut intensifier les mesures en fait de contrôle. Alors, il y a quelque chose aussi qui est assez particulier. Et ma première question, en fait, à la destination, bien sûr, de M. Dijoux. Monsieur Dijoux, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes un industriel réunionnais. Vous œuvrez notamment dans le domaine du photovoltaïque. Et pour autant, en fait, il y a un point, en fait, central dans ce rapport de l'IGF où il est précisé, en fait, que certaines natures d'équipements ne bénéficient pas non pas aux entreprises, mais plutôt aux particuliers. Alors, on cite bien sûr les véhicules de tourisme et notamment les chauffe-eau solaires également. Donc, est-ce quel est votre avis, vous, en tant que chef d'entreprise, œuvrant dans ce domaine? Est-ce qu'on s'engage vers une suppression totale des mesures d'aide à la défiscalisation? Alors, c'est une espèce peut-être de reset qui perle au travers de ce rapport. Ou alors, est-ce qu'il faut reconsidérer totalement cette mesure? Je vous laisserai d'abord vous présenter à l'attention de nos participants et puis nous donner votre avis sur cette première question. Merci. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous. Donc, je suis Michel Dijoux, président du groupe Dijoux, spécialisé à La Réunion en fabrication et commercialisation de chauffe-eau solaire et en réalisation d'installations petites, moyennes et grosses photovoltaïques. On a d'autres métiers. On est également implanté en dehors de La Réunion,
en Inde notamment, où nous détenons une participation de 40% dans la fabrication de modules photovoltaïques et moindrement aux États-Unis aujourd'hui. Donc, avant de parler du rapport, moi je pense qu'il faut faire un bref rappel sur ce qu'a amené la défiscalisation, puisque j'interviens de titre, en ma qualité de président du groupe Dijou, acteur, et en ma qualité de président de l'Association des industriels de la Réunion. Et donc, j'aimerais pouvoir faire l'aller-retour sur les deux rôles que j'ai pour défendre les deux sujets en même temps. Donc, la défiscalisation dans son ensemble a permis l'émergence de l'industrie sur les territoires domiens, pas seulement à La Réunion. Je rappelle que la défiscalisation date de 1986. La première loi, c'était la loi Ponce, et sous l'impulsion de Jacques Chirac, alors Premier ministre. Et que c'est grâce à la défiscalisation qu'on a connu le véritable premier tournant industriel sur les territoires domiens, l'avènement d'un nombre régulier en matière de construction immobilière et l'avènement, pour ce qui nous concerne, dans le premier sujet que vous abordez, d'un équipement massif en chauffe-eau solaire. Les premières installations qui ont été faites en matière de chauffe-eau solaire à La Réunion remontent avec l'aide fiscale défiscalisation remonte à 1996 et on a été le premier acteur à s'être lancé dans cette aventure de montage par agrément de dossiers fiscaux. Au fil des ans, il y a eu une dénaturation de ces montages, puisqu'à un moment donné, et depuis 9 ans, 10 ans, j'avais déjà fait une première conférence de presse en 2014 où j'interpellais l'ensemble des pouvoirs politiques et les services décentralisés de l'État pour interpeller tout le monde sur ce qui était en train de se passer et ce qui se profilait sur la défiscalisation. La notion d'agrément a été petit à petit en train d'être, entre guillemets, bafouée et la notion de contournée. Et donc, alors que nous étions ceux qui faisaient un montage en agrément fiscal, avaient l'obligation de présenter un dossier, de faire une demande bien structurée et bien formatée et avec l'ensemble des chiffres qu'il fallait donner. Nous avions, sous l'impulsion de Bercy et donc de la direction générale, la direction régionale des services fiscaux, nous avions eu une suggestion de prix plafond. Alors, ces deux notions, obligation d'agrément et prix plafond, fixaient un cadre et un canal de fonctionnement qui ne nous permettait pas de sortir et d'avoir des prix exagérés, pouvoir faire de la rétrocession plus tard. Ce qui s'est passé à partir de 2014, et donc c'était assez dramatique, puisque certains monteurs, parce qu'il y a des montages fiscaux, bon, je le dis, je m'adresse à un public spécialiste, mais la catégorie de monteurs, il y a l'intermédiation permet les montages fiscaux parce que nous autres entreprises, nous sommes spécialisés dans notre métier de base qui est la vente, la fabrication, la vente et l'installation de chauffe-eau solaire. Et les monteurs sont les spécialistes de la préparation des dossiers. Et on les appelle les intermédiaires fiscaux. Donc, les intermédiaires fiscaux, il y en a qui sont structurés et qui déposent et qui respectent la loi et qui, sachant que l'agrément n'est pas nécessaire sur le chauffe-eau solaire au premier euro, savent qu'il fallait monter jusqu'à maximum 250 000 par réinvestissement dans un parc de chauffe-eau solaire avec un opérateur. Donc, la loi a été un peu contournée, dénaturée, et il y a une succession de montages que moi j'ai appelé en son temps saucissonnage, si bien qu'un opérateur pouvait présenter 1, 2, 10, 20 parcs de 250 000 achats d'un nombre de chauffe-eau solaires. Dans les 250 000 euros, il pouvait acheter dans certains cas 80, dans d'autres cas 60. C'est en fonction du prix du chauffe-eau solaire fixé, parce que là, il n'y avait plus de plafond sous surveillance. Alors que dans l'agrément fiscal, nous avions un plafond sous surveillance et donc un encadrement clair du prix.
Donc, quand on est rentré dans cette phase, tout de suite, moi, j'ai alerté les services fiscaux de la Réunion en leur disant, il y a un problème, il y a du saucissonnage, la notion de plein droit, contrairement à l'agrément, est bafouée parce que les gens, pour ne pas dépasser le seuil de 250 000 euros, font une succession de sociétés SNC euh, non soumises de fait à agrément parce que le plein droit permettait cette solution d'aller jusqu'à 250 000 euros, mais l'entorse, c'était la multiplication des solutions de plein droit. Donc ça, c'était le premier problème. Vous avez compris que dans ce premier problème, il y avait deux anomalies. La première anomalie, c'était les montages non agréés. La deuxième anomalie, c'est le défaut d'encadrement du prix. Ce faisant, le défaut d'encadrement, alors que nous avions un prix fixé par Bercy, qui était de 1 624 euros par chauffe-eau solaire, le prix de base fiscal, donc ce qui nous procurait à peu près 30% de ça, j'arrondis 540 ou 550 euros d'aide fiscale. Nos concurrents, leur prix pris en considération, c'était le montant de l'investissement réalisé. Et donc, jusque-là, à la limite, ça va, le montant de l'investissement réalisé, si c'est le vrai montant du chauffe-eau solaire, il faut remonter tout le monde au même niveau ou descendre tout le monde au même niveau. Mais le vrai problème, et ça c'est le second souci que nous avions eu, c'est que tout le monde a décroché et les monteurs, entre guillemets, véreux, ont eu un montage qui ne respectait pas les réels prix pratiqués sur le marché, les réels prix qui tiennent compte des vraies valeurs du chauffe-eau. Donc, on s'est retrouvé avec des concurrents qui vendaient à l'investisseur des chauffe-eau à 4 500, 5 000 euros et qui captaient dans certains cas, jusqu'à 40% d'aide fiscale. Sur 4 000 euros, ils captent 1 600 euros d'aide fiscale alors que nous captions que 500 euros. Vous voyez tout de suite le schéma. Donc, la répercussion sur le prix pour l'utilisateur final, elle était immédiate parce que quand il vendait son chauffe-eau à 4 000, il rétrocédait une partie du gain fiscal qu'il avait à l'utilisateur final, au client final utilisateur. Donc, ça, c'était un troisième problème, la rétrocession post-subvention de la subvention à l'utilisateur final. Donc, troisième problème. Et quatrième problème, et là, c'était le problème le plus dramatique, Bercy n'avait toujours pas entendu le message, mais le bruit commençant à être intense à partir de l'ensemble des territoires d'OMIA, ils ont commencé à ouvrir les yeux et ils ont découvert un quatrième point, c'est que certains opérateurs concurrents à nous, à La Réunion et dans d'autres territoires d'OMIA, ont facturé 2 fois le même chauffe-eau en travaillant avec deux intermédiaires distincts. Donc, et les deux intermédiaires distincts ne pouvaient pas voir, il n'y a qu'à l'aide d'un contrôle à l'intérieur de la comptabilité de ces entreprises qui travaillent sur le chauffe-eau solaire, que ces choses ne pouvaient être vues. Et puis, et c'est comme ça que nous, on l'a découvert à La Réunion, l'erreur est toujours fatale. Il y a eu des erreurs commises et visibles en tout cas qui nous ont alertés sur le sujet. Donc, sur le photovoltaïque, la chose était un peu différente. Avant 2010, il y a eu des agréments fiscaux de 2006 à 2010, des agréments fiscaux, pardon. Ouais. Oui. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir sur ce que vous venez de nous dire avant de basculer vers le photovoltaïque? Moi, j'ai des questions, effectivement, des réactions plutôt sur vos propos. Si je comprends bien aujourd'hui, effectivement, on a des montages fiscaux, en tout cas quand il y a de l'intermédiation, qui au final se relèvent frauduleux parce qu'il y a des comportements de certains, ce qu'on appelle les monteurs, d'ailleurs qui sont pointés dans le rapport. Le rapport que j'ai sous les yeux pointe bien le fait que certains montages effectivement liés à certains types de défiscalisation posent un problème. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est deux questions. D'abord, effectivement, comment faire en sorte de moraliser et de ne plus arriver à ces schémas frauduleux? Et deuxièmement, est-ce que la réponse ne sera pas finalement que le plein droit puisse être quelque part passé sous les fourches codines d'un professionnel? Et là, bien sûr, vous êtes avec les experts comptables, donc vous comprenez bien qu'on va prêcher pour notre paroisse avec Dominique, et on va dire, et d'ailleurs c'est pointé dans le rapport, hein, annexe 3, page 44, je l'ai sous les yeux, le rapport de l'IGF vous dit
pour le plein droit, il faudrait peut-être envisager que des professionnels comme les experts comptables puissent attester de la réalité des investissements, puisque on le fait d'ailleurs pour, Dominique, tu le fais pour les subventions FEDER qui sont versées à nos clients. On nous demande d'attester la réalité des investissements, le paiement régulier des factures. Donc, est-ce que vous voyez en tant que chef d'entreprise d'un bon œil le fait que systématiquement, on ait l'intervention d'un professionnel avec une déontologie affirmée comme l'expert comptable, avec des règles professionnelles qui s'appliquent et qui, bien sûr, engagerait sa responsabilité, ça va de soi. Voilà, je ne sais pas si c'est des questions auxquelles vous pouvez apporter une réponse aujourd'hui, Oui, Monsieur le Président. oui, j'allais aborder les solutions parce elles sont de toute façon On reviendra globales. sur le photovoltaïque après, on reviendra sur le Oui, photovoltaïque. oui. Je veux une ouverture sur le photovoltaïque pour bien faire comprendre la proposition du gouvernement. Euh, sur le plein droit, moi je suis assez critique parce que si on ne parle que du plein droit sous surveillance de l'expert comptable, on n'a pas répondu à l'injonction qui nous est faite de l'égarement possible. Donc, ce qu'il faut, à mon avis, aller regarder de plus près, c'est plein droit et encadrement du prix plafond. Si on n'a pas mis un prix plafond, les mêmes erreurs vont être commises, même s'il y a un expert comptable, parce que l'expert comptable, à un moment donné, il ne pourra pas tout voir. Il ne pourra pas, sur chaque chauffe-eau, aller tout contrôler. Et puis, l'interdiction de travailler avec deux monteurs différents. Donc, s'il travaille avec un intermédiaire, il doit rester exclusivement avec cet intermédiaire pour éviter la facturation du même chauffe-eau à deux reprises. Mais ce qu'on est en train de dire sur le chauffe-eau, c'est un problème qui s'applique à l'ensemble du dispositif fiscal dès lors qu'il est de plein droit. Dès lors qu'une acquisition est de plein droit, pour surveiller, il faut mettre des garde-fous. Et les garde-fous, c'est un prix plafond. Les garde-fous, c'est interdire le recours à deux intermédiaires différents. Et les garde-fous, ça pourrait être expert comptable. Moi, j'ai proposé un amendement via la FEDOM. L'amendement fait partie d'un ensemble d'amendements qui concernent le chauffe-eau solaire, qui concernent le meublé de tourisme, qui concernent les véhicules de tourisme et qui concerne également l'amendement du gouvernement sur le photovoltaïque. Mon amendement dit agrément au premier euro. Deuxième chose, prix encadré, ce que j'ai dit. Un prix fixe, plafond. Si le gars, il vend son chauffe-eau, il ne peut pas vendre à ce prix-là, ce n'est pas un souci parce qu'on ne pourra jamais vendre au prix de base fiscale. Mais il peut vendre à 4-5 000 euros son chauffe-eau, mais tout ce qu'il y a en dessus du prix plafond n'est pas soumis à n'est pas soumis à la base fiscale, à la défiscalisation. Et l'autre chose que j'ai rajouté, puisque nous, dans les montages que nous avions eu depuis 1996, c'était la facturation mensuelle pendant 120 mois, qui donnait la possibilité aux clients de payer un chauffe-eau 30 euros par mois. Et avec les montages saucissonnés et les montages frauduleux qu'il y a eu, à un moment donné, et le jeu de la rétrocession postérieure, chose totalement interdite, vous avez compris, hein, il gagne une subvention, il redonne une remise sur la subvention. Bon, c'est formellement interdit. Et ça, il faisait un paiement cash, c'était une vente masquée. Bon, pour lutter contre ça, nous, on n'a pas d'armes que d'autres armes que de dire, OK, cette solution qui n'est pas en soi une solution illégale de faire un prix global payé en une fois qui correspondrait à une location payée d'avance. Mais nous, on a demandé l'obligation d'étaler sur les 10 ans, sur les 120 mois, le paiement de façon fractionnée pour garder l'obligation de maintenance, l'obligation de service et rester dans un cadre strict. Voilà. Après, si on part vers une solution de plein droit, il me paraît absolument nécessaire qu'il y ait une surveillance régulière par un professionnel. Ça peut être l'expert comptable, effectivement, mais pas un professionnel qui ait droit à avoir accès à l'ensemble des documents de l'entreprise de façon régulière, mais garder cette interdiction d'avoir recours à deux intermédiaires fiscaux. J'entends plus. Je n'entends Ton plus. micro est coupé.
Oui, non, mais effectivement, j'avais d'autres questions corollaires, mais peut-être que je passerai la parole à Dominique, parce que je crois que Dominique avait aussi d'autres questions, et peut-être aborder aussi la question du photovoltaïque, parce que, mais je laisse peut-être Dominique poser les questions qui lui viennent à l'esprit, évidemment. Ouais. Maintenant, Dominique, ou plus tard? Tu préfères plus tard les questions? Oui, excuse-moi, parce que en fait, alors je suis désolée, je vais vraiment arrêter ma caméra parce que j'ai des coupures quand même assez régulières. Désolée. Oui, alors oui, j'ai d'autres questions. Alors, le rapport, il met en exergue en fait des insuffisances de contrôle effectivement sur les dossiers qui sont sous la gouverne en fait des monteurs de défiscalisation. Mais ici, il pointe aussi du doigt les défiscalisations directes. Donc oui, la commission en fait mis en évidence des insuffisances de contrôle de la part en fait des chefs d'entreprise, de la part de l'administration fiscale elle-même. Et c'est de ce point de vue aussi que nous, professionnels, notre intervention, elle est essentielle pour pouvoir en fait baliser et éviter en fait des dérives. Au-delà de cela, Monsieur Dijoux, j'ai quand même une interrogation aussi parce que bon, nous sommes effectivement des professionnels, on a l'habitude en fait de ces sujets de défiscalisation et en matière en fait d'investissement, on fournit un CERFA qui accompagne en fait tous les projets de défiscalisation, la 2083 SD, pour parler de choses en fait qui sont un peu plus palpables pour mes confrères et consoeurs. Dans la 2083 SD, il y a quand même beaucoup d'informations qui sont fournies à l'administration fiscale et on a l'impression en fait que ces informations sont insuffisamment exploitées par l'administration, puisqu'en fait, le rapport, il conclut quand même en disant qu'il a des insuffisances ou des impossibilités de conclure sur certaines dispositions. Or, ce document comporte quand même des éléments essentiels qui sont là pour mesurer les impacts en matière de défiscalisation pour nos territoires. Donc, quelque part, avant de remettre en cause, parce que c'est ce qui pointe, ce qui semble être le final de ce rapport de l'IGF, avant de devoir partir sur une mesure de remise en cause complètement des montages de défiscalisation du projet de la mesure réglementaire législative, est-ce que quelque part, il ne faut pas d'abord essayer, tenter d'améliorer justement les outils de mesure des impacts économiques de cette mesure particulière et essentielle en tout cas à nos territoires? Moi, je pense Ouais. que en matière de ce qui ressort des documents comptables, tels qu'ils apparaissent et des déclarations telles qu'ils apparaissent aujourd'hui, je ne suis pas expert comptable moi-même, donc je n'aurai pas la finesse des lignes dont vous parlez sur la déclaration 2083, c'est ça? C'est bien ça, oui. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que jamais sur un document qui sera remis à la direction, déclaratif, j'entends, qui sera remis à la direction régionale des impôts, jamais ne pourront figurer le prix de chaque chauffe-eau vendu, le prix, les quantités d'unités vendues par référence de chauffe-eau. Ça me paraît totalement impossible. Pour régler ce problème, il y a une question, je ne sais pas si cette question a été adressée, mais en tout cas, j'y répondrai dans un instant sur l'évolution de la loi. Pour régler ce problème, il n'y a que l'agrément fiscal. Et puis, un contrôle, s'il n'y a pas d'agrément fiscal et un prix plafond, c'est un contrôle entre guillemets, spontané par l'expert comptable de l'entreprise à qui aurait une mission complémentaire. Mais maintenant, pour revenir, il y a quelqu'un qui a posé une question, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi je l'ai vu. Le législateur envisage, sous l'impulsion du gouvernement, de modifier la loi et d'arrêter les subventions fiscales sur le chauffe-eau solaire. Et c'est dans ce sens, parce que Jean-René Cazeneuve, député, a fait un amendement qui demande l'arrêt de la défiscalisation sur le chauffe-eau solaire. Et c'est en fonction de cet amendement que j'ai proposé, moi, via la FEDOM, un amendement qui va s'appeler amendement FEDOM. FEDOM, c'est la Fédération des entreprises d'outre-mer. Pour faire ce que j'ai dit tout à l'heure, agrément au premier euro, prix plafond maximum pour la référence, pour le chauffe-eau solaire, obligation de payer sur 120 mois à mensualité constante et l'interdiction d'avoir recours
de toute façon, avec un agrément, c'est un seul monteur. Donc, il n'y a pas possibilité d'avoir recours à deux monteurs différents. S'il n'y a pas d'agrément, si c'est le plein droit, il faudra deux monteurs. Et puis, réfléchir s'il y a du plein droit, réfléchir au bien fondé du saucissonnage. Les tranches multiples de 250 000 euros. Au début, il y a 10 ans, on disait que c'était du saucissonnage. Il y a une jurisprudence qui dit le contraire aujourd'hui, et c'est pour ça qu'ils se sont engouffrés là-dedans. Mais en faire une loi et dire que le maximum, c'est 250 000 euros et ça ne peut pas être 250 000 euros par opérateur, plus de 250 000 euros par opérateur professionnel du chauffe-eau solaire et par monteur dans ce secteur-là avec le même opérateur. Mais pour éviter ce genre de dérive, on voit bien, effectivement, avec les montages externalisés, la possibilité de surfacturation des chauffe-eau, la possibilité aussi de vendre 2 fois le chauffe-eau qui, aujourd'hui, font que le chauffe-eau solaire est dans le collimateur. Est-ce qu'il ne faudrait pas, en réalité, transformer ces modalités de réduction par le crédit d'impôt, c'est-à-dire sortir du 199B et aller vers le 244 quater, parce que c'est aussi le 144 quater avec et peut-être en majorant le taux du crédit d'impôt, puisque c'est effectivement l'économie qu'on ferait sur les frais de montage et sur la rétrocession pourrait être réfléchie vers l'exploitant. C'est ça la vraie question que je vous pose. Est-ce que vous, en tant que dirigeant d'entreprise, vous ne préférez pas avoir un crédit d'impôt qui soit pas à 35% pour l'IS, mais à 40 voire 45%? Alors, moi, de mon point de vue, la formule du crédit d'impôt, si elle est généralisée, il n'y a aucun souci parce que c'est une formule qui est très intéressante. Le seul problème, c'est que parce que vous avez compris que dans le cas du crédit d'impôt, c'est 38,5 d'apport dans la nouvelle loi de finances 2024. Dans le cas de la défiscalisation, on tourne aux alentours de 35-36% d'apport au 199B. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais l'intérêt dans le cas du 199B par rapport au 244 quater crédit d'impôt, c'est qu'on peut disposer de suite de l'apport de l'investisseur parce qu'il fait un apport régulier au fil des investissements. Alors que dans le cas du crédit d'impôt, in fine, l'opérateur va recevoir le montant. Donc, il faut qu'il prépare et il faut qu'il monte un crédit in fine pendant la durée de portage de l'année de son investissement. C'était une question effectivement que je voulais poser aux députés, de savoir si effectivement l'IGF et Bercy voulaient généraliser le crédit d'impôt. Pourquoi ne pas envisager à ce moment-là, pour pallier à ce problème de financement et d'affaires de trésorerie, préfinancer le crédit d'impôt, comme on le fait aujourd'hui pour l'aide à domicile, où on verse en janvier aux particuliers une avance de 60% du crédit d'impôt. Pourquoi ne pas envisager, sous la responsabilité bien sûr de l'entreprise, peut-être attesté par un expert comptable, encore une fois, hein, vous êtes avec des experts comptables et des commissaires aux comptes, donc on essaie aussi de parler de nous. Pourquoi ne pas prévoir dès l'investissement une avance sur le crédit d'impôt qui serait égale à 50-60% donc, du crédit à recevoir, afin justement de permettre à l'entreprise de financer son investissement sans avoir recours à l'apport de l'investisseur. C'est une question, est-ce que c'est envisageable ou c'est quelque chose qui vous paraît compliqué? C'est tout à fait envisageable parce que le vrai souci du crédit d'impôt aujourd'hui, c'est son préfinancement. Donc, si on arrive à avoir un préfinancement du crédit d'impôt, on a résolu totalement le problème. Après, l'autre problème du crédit d'impôt, c'est que le gouvernement a institué des niveaux de chiffre d'affaires pour être obligé d'aller vers le crédit d'impôt par rapport au 199 indicies. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on est passé à 10 millions la somme agrégée des chiffres d'affaires d'une entreprise. Moi, ce que je dis, c'est que pour 2024, c'est 10 millions. On aligne tout le monde à 10 millions. En dessous de 10 millions, ou alors on aligne tout le monde depuis le premier euro de chiffre d'affaires crédit d'impôt et sur le chauffe-eau solaire, pourquoi pas. Et le reste, 199 indicies, il n'y a pas de souci. Mais il faut regarder ce problème de préfinancement. Dominique, peut-être que tu veux rajouter quelque chose? Oui. Alors, je voulais juste rajouter effectivement que le rapport de l'IGF
préconise d'ailleurs de passer, de généraliser l'application du crédit d'impôt. Alors, ce qui est enfin, ce qui m'a un peu choqué, c'est que ce rapport, en fait, il précise effectivement qu'on irait plus sur un crédit d'impôt et que la réduction d'impôt, en revanche, serait réservée aux entreprises de petite taille. Ce qui semble incohérent par rapport aux nécessités d'accessibilité justement de nos TPE au financement, puisqu'on sait très bien que sur nos territoires, l'accessibilité au financement est extrêmement compliquée pour les TPE. Les conclusions sont un peu gênantes en ce sens où on a l'impression, en tout cas, que si on s'oriente vers un crédit d'impôt généralisé, une réduction d'impôt in fine pour nos petites TPE, ça ne répondra pas justement à cette nécessité d'accessibilité au financement. Alors, là, moi, si je peux donner mon point de vue, la réduction d'impôt qui arriverait in fine, elle doit répondre à deux exigences. La première, c'est toujours le problème du préfinancement. La deuxième, c'est le résultat de l'entreprise dégage-t-il suffisamment de bénéfices pour pouvoir bénéficier d'un abattement de son imposition. Mais quand on est dans le cadre du 199 indiciaire B, on a un recours à une manne externalisée qui ne dépend pas de la performance directe de l'entreprise. Et donc, ça, c'est une ressource immédiate et qui peut être perçue au fil de l'eau, comme je l'ai dit. Et donc, si dans le rapport, on dit si l'entreprise ne fait pas, moi j'ai lu le rapport également, mais si au final la loi dit si l'entreprise ne fait pas tant de bénéfices, mais il y a également un amendement de la FEDOM sur ce sujet-là, l'entreprise ne fait pas tant de bénéfices en pourcentage, le reliquat doit être relayé par le crédit d'impôt. Mais là, ça devient tout de suite une complication parce qu'on fait jouer deux leviers complètement différents et ça va créer une complication et ça va être difficile à mettre en place. La notion de crédit d'impôt, pour moi, il faut y aller à 100% sur un secteur donné. Si on dit crédit d'impôt pour le chauffe-eau solaire, toutes les tailles d'entreprise doivent être concernées. Sinon, on ne peut pas dire une entreprise qui fait partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires agrégé fait moins de 10 millions, fait plus de 10 millions, elle n'a pas droit au 199, mais elle est obligée d'aller vers le crédit d'impôt. Et si elle fait moins de 10 millions, elle peut bénéficier du 199 indiciaire. Ça, ce n'est pas logique parce que c'est une entorse à la concurrence. Et en termes d'apport fiscal et en termes d'apport de la subvention, on est complètement en décalage. Ouais. En tout cas, je le confirme. Et puis, il y a une autre question sur le chat, mais ce que je disais, c'est que le rapport, effectivement, prêche pour que le seuil à partir duquel on puisse basculer automatiquement en 244 quater, c'est-à-dire en crédit d'impôt, soit abaissé à 5 millions, voire même à 1 million. Et le rapport va même chiffrer jusqu'à l'économie fiscale réalisée. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux à Bercy. Il faudra s'y préparer, arriver au crédit d'impôt. Et ça me permet de réagir sur la question. Et je remercie Antoine qui pose la deuxième question, et enfin, qui fait plutôt une remarque en disant que pour le préfinancement, pourquoi ne pas aller nantir ou céder la créance à venir, créance fiscale sur le crédit d'impôt. Oui, c'est une solution. Alors après, vous connaissez tous, parce qu'on est beaucoup d'experts comptables qui interviennent sur nos territoires, que parfois, pour les TPE, PME, aller voir son banquier, c'est compliqué. Aller effectivement négocier un nantissement, une cession, ça peut être pas toujours facile. Et donc, c'est pour ça que j'avais proposé cette solution d'un préfinancement de la part donc des services fiscaux du crédit d'impôt. Mais merci en tout cas à Antoine pour sa réaction et puis son témoignage. Je voudrais laisser quelques minutes parce que le temps avance et avant d'accueillir Philippe Maillet. J'aimerais juste rajouter quelque chose sur cette question de crédit d'impôt, si c'est possible. Le nantissement d'un crédit d'impôt, je doute que les banques acceptent de daïser un crédit d'impôt parce qu'on n'est pas sûr. Le banquier va nous dire, on n'est pas sûr du débouclage final du montage. Donc, le préfinancement, il doit être automatique du point de vue de l'État, parce que si c'est un banquier, on nantit le crédit d'impôt et le banquier, on lui demande l'avance, il va dire oui, mais qui me dit, si on est en plein droit, qui me dit que l'agrément ne va pas remettre en cause
votre montage au bout de 10 mois. Donc, ça va être une grosse difficulté. Oui, tout à Sauf à fait. faire Il faut un intervenir problème. le pays. Oui, vas-y, Enfin, faire Dominique. intervenir. Oui. Alors, juste, je voudrais laisser quelques minutes là pour parler, si vous voulez bien, Monsieur le Président, du photovoltaïque. Moi, j'étais Oui. assez surpris Alors, du revirement des pouvoirs publics sur cette question. On sait que le photovoltaïque est sorti du périmètre des activités éligibles à l'aide fiscale en 2010. On est en 2023 aujourd'hui. On s'est rendu compte que le Covid est passé par là, que demain, il faudra effectivement aller vers un peu plus d'énergie renouvelable. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est un autre calcul que Bercy a fait? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, vous qui êtes un acteur majeur du photovoltaïque à La Réunion? de mon point de vue, le calcul de Bercy, il répond à l'appareil, il y a une volonté politique d'aller vers une accélération de la transition énergétique, ce qui est noble en soi, mais, et de mettre quelque chose en remplacement de l'aide fiscale sur le chauffe-eau solaire. Bon, à mon avis, il y a une double peine là-dedans. Euh, il faut redéfinir, et ça fait l'objet d'un amendement sur lequel on travaille avec la FEDOM, euh, qui, qui, euh, qui est en cours de finalisation de rédaction pour être envoyé au Sénat si le gouvernement ne retire pas sa proposition telle qu'elle est. L'objectif du gouvernement, à notre avis, et c'est un avis partagé par une partie et discuté par une autre partie du groupe de la FEDOM, euh, l'objectif, c'était de faire émerger les moyennes installations en autoconsommation de photovoltaïque dans le tissu économique local d'Omian. L'objectif, c'est ça. Si l'objectif, c'est ça, la volonté de plafonner l'investissement en installation photovoltaïque à 500 000 euros, puisque c'est le cas de l'amendement de Cazeneuve, mais qui est très, très mal écrit. Hein. L'amendement de Cazeneuve, il y a un recoupement d'informations qui rend complètement incompréhensible l'amendement qu'il a déposé parce que ça ne répond peut-être pas à l'objectif d'origine. Donc, si l'objectif, c'est de dire on veut mettre du photovoltaïque sur les toits des entreprises cibles qui ont droit à la défiscalisation de façon normale et on y adjoint la possibilité de défiscaliser le photovoltaïque. Là, le plafond de 500 000 en autoconsommation, il répond presque à l'objectif. Il faut rajouter une brique là-dedans, c'est la possibilité de revendre le surplus parce que quand une entreprise ne travaille pas le week-end, sinon l'investissement qu'elle a fait, elle ne va pas l'utiliser tout le temps, donc revendre le surplus samedi et dimanche. Si à l'inverse, et c'est ce qu'on craint, c'est dans l'amendement Cazeneuve, le problème que nous pressentons tel que l'amendement est écrit. Si à l'inverse, l'amendement dit le gouvernement souhaite créer des grandes fermes photovoltaïques sur les territoires d'Omian, et il le dit à un moment donné dans cet amendement, favoriser l'émergence de grandes installations qui seraient fiscalement accompagnées par le levier de la défiscalisation si elles coûtent plus de 500 000 euros. Là, on tue le secteur opérationnel des DOM parce que ces grosses installations, soumises toutes à appel d'offres, seraient réalisées que par les grandes entreprises multinationales qui interviennent sur les territoires d'Omian. Voilà. Donc, sur le photovoltaïque, il y a un amendement en préparation. Mais bon, avec ce qui s'est passé hier, le 49.3 qui est passé, soit le gouvernement continue dans son sens et notre amendement il sera déposé au Sénat, soit, et on pense qu'il n'y a pas une impossibilité, que le gouvernement retire l'ensemble des amendements qu'il a déposés, y compris sur le véhicule de tourisme et les meublés de tourisme, et qu'on reste sur 2024 au stade où on est aujourd'hui, ce qui sera dommageable pour le chauffe-eau solaire parce que comment dirais-je, le plein droit va continuer à faire mal à la profession. Sauf s'il diligente un contrôle systématique dans l'ensemble des territoires de mer. On n'entend pas. Parfait. Oui, parfait. Merci en tout cas pour cette explication. On a bien compris que pour le photovoltaïque, il était effectivement urgent par rapport aux questions de transition
énergétique et de changement climatique, de l'intégrer, puisque en plus ça présente un véritable enjeu pour nos territoires. Pendant que vous interveniez, j'ai eu l'appel donc du député Philippe Naillet qui avait du mal à se connecter. Donc j'ai dû lui renvoyer le lien. J'espère qu'il l'a eu. Et qu'il va donc bientôt se connecter. En tout cas, il va se présenter en tant que panéliste et nous l'aurons. Peut-être que Dominique Mogène, est-ce qu'il y a encore des questions, il y a encore des questions qui restent à poser à notre invité par rapport à ce qu'on s'était dit ou l'ensemble des sujets ont été abordés Monsieur le Président, est-ce que vous voulez peut-être apporter à l'attention des participants des sujets Oui, alors, auxquels on a il y a deux autres sujets qui ont fait l'objet de volonté du gouvernement de réforme sur la défiscalisation, c'est le meublé de tourisme et les véhicules de tourisme. Meublé de tourisme, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui fait l'acquisition d'une maison dans le seul but de pouvoir louer cette maison en Airbnb ou une formule à peu près similaire. Ça, l'amendement qui a été, j'ai eu hier soir une copie de la rectification du texte sur le 199 indéciès et qui va être pareil sur le 244 quater. Il n'est pas impossible que le texte final dira avec l'obligation de ne pas rendre cette maison, faire en sorte qu'elle ne devienne jamais la maison principale enfin jamais, mais après 10 ans, oui, éventuellement. Le terme n'est pas encore fixé, qu'elle ne devienne pas la maison principale de l'investisseur. Et deuxième, meublé de tourisme, pour finir, véhicules de tourisme. Il s'agit des loueurs de voitures dont on dit qu'ils ne devraient pas bénéficier de la défiscalisation parce que, au final, les prix de véhicules ne justifieraient pas pour ces opérateurs l'aide fiscale. Moi, je pense qu'il y a un souci là-dedans parce que ceux qui peuvent se passer du bénéfice de l'aide fiscale sans problème sur les véhicules de tourisme lorsqu'on est loueur de voitures, ce sont les très gros opérateurs de la place. Il y en a 2 à La Réunion ou 3 parce que les grands importateurs de voitures, c'est une voie d'écoulement de leurs véhicules de façon régulière. Mais les opérateurs qui sont juste loueurs et qui ne sont pas importateurs de voitures, l'aide fiscale est nécessaire. Voilà, j'ai donné mon point de vue sur ces 2 sujets-là. Monsieur le député connaît le sujet mieux que moi. Non, bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, effectivement, nous accueillons et nous le remercions, Philippe Naillet. Je sais, Monsieur le député, que votre agenda est extrêmement chargé en cette période de discussion budgétaire à l'Assemblée et merci pour votre participation. D'abord, nous sommes une cinquantaine d'experts comptables qui vous écoutons, issus des 5 territoires ultramarins que vous connaissez, aussi bien dans les départements français d'Amérique, à Mayotte et à La Réunion. Donc, merci pour votre présence. On a beaucoup parlé effectivement aujourd'hui de ce rapport de l'IGF paru en juillet 2023 qui paraît pointer du doigt certains dysfonctionnements du régime d'aide fiscale à l'outre-mer. Et la première question qui me vient à l'esprit, Monsieur le député, en tant que législateur, est-ce qu'aujourd'hui, on ne veut pas jeter le bébé avec l'eau, alors qu'avant de remettre en cause ce qui existe aujourd'hui, vous savez, les chefs d'entreprise ont besoin de visibilité, de lisibilité, de s'inscrire dans la durée. Est-ce qu'il n'est pas plus opportun aujourd'hui, Monsieur le député, à votre niveau, de mener une enquête sur l'évaluation de cette politique et de voir quel est l'impact sur nos territoires? Voilà, merci en tout cas et la parole est à vous. Oui, merci Monsieur Lala, Monsieur le Président de l'ADIR, Mesdames, Messieurs qui participent à ce webinaire. Quelques mots d'abord, je vous demande vraiment de m'excuser. J'étais là à ma permanence, j'avais il y a quelques minutes, il y a encore 5 minutes, une réunion très importante et j'ai exceptionnellement, ce n'était pas prévu à l'agenda, une réunion de groupe tout à l'heure à 17h, heure de Paris, ce qui fait 20h, heure de La Réunion. Alors, Abdullah Lala m'avait envoyé un certain nombre de questions par rapport au débat sur la défiscalisation. Moi, je vais vous donner ma position. Je ne vais pas m'aventurer sur la technique pure parce que la technique pure, c'est vous qui nous alimentez dans le sens de l'intérêt général. Voilà ma position. Moi,
La mienne, c'est le développement économique de nos territoires, c'est le développement inclusif, hein, un développement qui profite d'abord aux entreprises locales, aux locaux. Voilà ma position. Alors, pour répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées, parce que je crois que c'est ça qui est important, c'est que il est vrai que mesurer l'impact d'une mesure ou d'un dispositif par le seul prisme d'un élément, c'est assez réducteur et ça ne permet pas d'objectiver sérieusement. Plus il y a d'indicateurs, plus il y aura d'éléments de comparaison et donc il faut permettre que ce sont des outils, les seuils à utiliser, adaptés en fonction des effets positifs pour notre territoire, notre tissu économique, au profit de nos TPME, PME, des emplois directs ou indirects. C'est ce que je disais en introduction. Mais nous le savons aussi, s'il y a quelques pertinences dans ce rapport de l'IGF, il reste largement, je dis bien largement, je mets tout le monde à l'aise, largement critiquable et inhérent à la doctrine de Bercy ces dernières années. Monsieur le Président de la dire, comme Monsieur Lala, comme vous qui êtes des professionnels, vous le savez, on se souvient tous de la réforme des aides économiques en 2018 pour 2019. Ce rapport, pour moi, il est de la même veine. Ah, il faut être sérieux. 10 lignes creuses d'un rapport, ça ne peut pas être la base d'une décision qui serait prise à la va-vite. Je vous le dis quand même parce que vous êtes des experts, des acteurs économiques, des experts comptables. Vous connaissez le cadre, hein, vous savez, avant le débat sur le projet de loi de finances, Bruno Le Maire avait posé le débat. Il est à la recherche de 15 milliards d'euros d'économies. Voilà, c'est ça le fil rouge. Hein. Donc, à partir de là, il faut faire des économies à la va-vite, alors que j'entendais Abdoullah Lala, ou je ne sais plus si c'est Abdoullah Lala ou Monsieur le Président de la DIR qui le rappelait, effectivement, un investisseur, il a besoin d'un cadre durable. On ne peut pas comme ça changer les règles tous les ans ou tous les 2 ans. Et quand il y a, je le dis, et quand il y a suspicion de fraude sur un dispositif, l'État se doit d'effectuer des contrôles avant de les supprimer, car tout dispositif public est sujet, on le sait, hein, sans vouloir généraliser, à des tentatives de fraude. Moi, je pense que les financiers, je les appelle comme ça, de l'État, voient plus souvent le bilan comptable des crédits que les effets des dispositifs. C'est ça le problème. Hein, c'est qu'on ne regarde pas les effets des dispositifs, on regarde dans le bilan comptable les crédits. Et ce rapport sert de prétexte, effectivement, pour raboter 150 millions d'euros sur la mission Outre-mer. On a encore une année devant nous, avant la grande réforme fiscale. Il faut avancer intelligemment, si je puis dire. Pour moi, je ne sais pas si on peut avancer dans 2 directions, mais c'est pour qu'on se comprenne que je prenne cette image-là. C'est d'abord dans l'intérêt des acteurs économiques. Encore une fois, j'insiste là-dessus pour un développement inclusif, pour un développement qui soit vraiment pour ceux qui sont sur le territoire et qui investissent depuis des années, pour les populations de nos territoires et servir l'intérêt général. Monsieur Lala, vous m'avez envoyé une question, vous m'avez demandé, faut-il exclure de mémoire les grandes entreprises du bénéfice de certaines mesures de réduction fiscale? Oui. Et puis, monsieur le député, il y a aussi Dominique Mogène qui vous posera une question. Donc, si vous me permettez, on lui passe peut-être la parole parce que Dominique Mogène, qui, je vous le rappelle, est la présidente sortante du Conseil de l'Ordre des experts comptables de Guadeloupe et qui nous accompagne. Alors, elle ne peut pas allumer sa caméra parce qu'elle a des soucis de connexion. Moi, c'est pareil. Voilà. Tout à fait. Et donc, mais je crois qu'elle avait une question pour vous qui rejoint un peu la question que vous évoquez. Dominique, la parole est à toi. Oui, merci. Bonjour, Monsieur Naillet. Désolée pour mon absence visuelle, en tout cas, mais j'écoute attentivement, en tout cas, les échanges. Et c'est vrai que j'ai une question, en fait, à vous poser, notamment en matière d'emploi, puisque vous avez abordé ce sujet. Le rapport, effectivement, il mesure l'impact en termes de création d'emplois uniquement en emploi direct, puisqu'il est précisé, en fait, qu'un projet d'investissement crée un emploi. Et sans prendre en considération tous les emplois indirects qui sont créés en fait de par ce projet défiscalisé. Donc, je voulais avoir votre avis sur la question et vous, en tant que député, qu'est-ce que vous pourriez en tout cas apporter comme solution, proposer comme solution pour qu'on puisse en fait revenir à une mesure correcte en fait de l'impact en termes de création d'emplois et en termes économiques sur nos territoires? Écoutez, moi, je vais vous répondre de façon un peu globale tout en essayant d'être précis et éviter la langue de bois parce que j'ai affaire là à des professionnels et on ne peut pas se permettre la langue de bois. C'est de vous dire d'abord que pour apporter des solutions justes,
il faut faire le bon diagnostic. Hein. Vous ne pouvez pas faire de préconisation si vous n'avez pas le bon diagnostic. Sauf que dans le rapport de l'IGF, sauf si je l'ai mal vu, sauf s'il y a quelque chose qui m'a échappé, on ne quantifie ni les... On donne un chiffre sur les emplois directs. Effectivement, si vous dites au législateur qu'un emploi, ça coûte 700 000 euros, c'est clair que ça donne à réfléchir. Et le problème, c'est que on n'a pas aujourd'hui on n'a pas quantifié véritablement en termes d'emploi direct comme en termes d'emploi indirect. Moi, je crois que c'est ça la première démarche, la première chose qu'il faut faire. C'est qu'avant de tirer des conclusions hâtives, avant de faire des préconisations ou de raboter un certain nombre de choses, allons regarder. Est-ce qu'aujourd'hui, le dispositif de défiscalisation, il est dans chacun ce qu'on appelle, vous connaissez ça mieux que moi, le bénéfice, la comparaison entre le bénéfice et le risque, si je puis dire. Est-ce qu'aujourd'hui, il est générateur d'emploi? Ça, c'est la première chose. Et c'est simplement lorsqu'on aura les vrais chiffres qu'on pourra faire des propositions. Mais moi, je vais vous répondre quand même. Vous savez, j'étais dans la commission d'enquête sur la vie chère en Outre-mer et j'étais un participant actif. Je peux vous dire, j'ai fait quasiment toutes les auditions. Et un des enseignements de la commission d'enquête, c'est que la vie chère, c'est bien sûr les prix, mais c'est aussi la faiblesse des revenus sur nos territoires ultramarins. Donc, il faut aujourd'hui s'interroger sur la création d'emplois. Comment on crée des emplois? Quels sont aujourd'hui les leviers de croissance dans une période qui est difficile actuellement? Comment, par rapport à des secteurs qui, moi, je considère quand même pour nos territoires, sont des secteurs d'avenir. Je pense au tourisme, à un tourisme écologique. Je pense à la transformation écologique. Monsieur Dijoux connaît ce sujet-là mieux que moi, tout ce qui touche aux énergies propres. Je pense à l'aide à la personne aujourd'hui, alors qu'on a à La Réunion, je prends le cas de La Réunion, où nous allons avoir en 2040 un quart de la population qui aura plus de 65 ans, et on a du mal aujourd'hui à recruter dans l'aide à la personne. Comment on rend dans ces secteurs d'activité-là, on rend les métiers attractifs, et pour que les métiers soient attractifs également, eh ben, il faut bien regarder du côté des employeurs, comment on fait. Donc, moi, je partage cela, mais je ne veux pas, madame, avoir de propos un peu hâtifs, parce que, encore une fois, je ne peux pas d'un côté dire que le rapport de l'IGF, il est vraiment orienté, il n'est pas argumenté, il n'est pas factuel, et de mon côté, sortir là devant vous quand même, qui êtes des experts, sortir des conclusions hâtives. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, je l'ai dit au départ, moi, dans ma fonction de député, pour moi, ce qui est important, c'est comment on génère de l'activité sur nos territoires, comment on fait en sorte que nos populations aujourd'hui puissent avoir un emploi, parce que, encore une fois, dans l'enquête sur la vie chère, on l'a bien vu, c'est la faiblesse des revenus qui contribue pour 2/3 à la cherté de la vie. Oui, alors, Oui, et il y a aussi la justement, question effectivement du maintien dans l'emploi également qui se pose. Au-delà de la création, il y a aussi le maintien de l'activité, donc le maintien dans l'emploi. Et évidemment, on est malheureusement sur des territoires qui se dépeuplent. On a une perdition d'habitants, mais au-delà de ça, de compétences. On a des jeunes qui partent, qui quittent nos territoires, qui ne reviennent pas. Et ça, c'est problématique, en tout cas en matière de compétences, puisque forcément, en fait, une économie, elle a besoin de soutien humain pour exister. Et c'est un point de vue qui est à prendre en considération par rapport, en tout cas, au maintien de ces mesures. Alors, moi, je bah, lis ça. Si vous me permettez, si vous me donnez encore 2 minutes la parole, monsieur Lala, moi, je lis oui. ça. J'espère ne pas dire de bêtises, hein, parce qu'encore une fois, je suis très prudent dans mon propos, parce que vous savez, moi, je lis les rapports, j'essaie de rencontrer les acteurs économiques, les experts comptables, mais vous êtes dans la réalité. Donc, vous connaissez vraiment, véritablement les difficultés. Souvent, nous, les politiques, on croit apporter de bonnes solutions, et en fait, dans la réalité, on fait fausse route. Moi, je lis ce que vous dites là à un autre sujet, c'est la faiblesse, là je parle sous votre contrôle, c'est la faiblesse des fonds propres pour nos entreprises locales. Moi, c'est ce que j'entends quand je rencontre les acteurs économiques, quand j'échange avec M. Lala,
quand j'échange avec d'autres experts comptables, ils m'expliquent qu'une entreprise ne peut pas se développer, elle ne peut pas investir, donc elle ne peut pas recruter, elle ne peut pas aller à la conquête de parts de marché si elle n'a pas de fonds propres. Et aujourd'hui, de ce qu'on me dit quand même, c'est que structurellement, nos entreprises ultramarines, après je ne sais pas dans l'Hexagone, mais nos entreprises ultramarines ont un problème de fonds, si je puis dire, qui est la faiblesse des fonds propres. Et moi, je lis les deux. Alors, effectivement, ce qu'on voulait aussi, on en a parlé, monsieur le député, avant que vous n'arriviez, effectivement, ce problème de financement d'insuffisance des fonds propres font que les petites entreprises, en tout cas, se tournent souvent vers les structures externalisées avec l'apport d'investisseurs qui permet de réduire le coût de l'investissement de l'ordre de 30%. Ça représente effectivement l'apport des investisseurs contributeurs, mais ça représente aussi une perte pour nos territoires, puisque finalement, l'impact pour nos territoires est limité, puisque l'avantage fiscal repart vers l'investisseur. La solution serait le crédit d'impôt. Or, le crédit d'impôt, Michel Dijoux l'a souligné dans son intervention, pose le problème du préfinancement. Et aller voir une banque avec une créance en germe que représente le crédit d'impôt, et pour la petite entreprise domienne, un vrai parcours de combattant. Donc, je pense que la solution consisterait, monsieur le député, à prévoir que dès lors que une entreprise investit sous la responsabilité d'un professionnel compétent, avisé et qui mieux que l'expert comptable peut l'être, va donc pouvoir se faire rembourser par anticipation 60 ou 50% du crédit d'impôt à valoir, comme les particuliers le font. Maintenant, vous le savez, à partir du mois de janvier, on vous fait un préfinancement, un pré-remboursement donc, de votre crédit d'impôt. Donc, c'est une solution effectivement envisagée. Et ça, c'était une remarque. Une deuxième question que je voulais vous poser, monsieur le député. Dans le rapport de l'IGF dont vous parlez, les rapporteurs nous disent qu'ils ont eu accès au 2083. Vous savez, ce sont les formulaires que notamment les experts comptables souscrivent pour le compte de leurs clients lorsqu'il y a des opérations de défiscalisation. Ils ont vu que dans près de 80% des cas, ces 2083 sont mal remplis, toutes les rubriques ne sont pas renseignées. Comment peut-on aujourd'hui conclure sur l'efficacité d'un dispositif qu'on n'a pas les chiffres? C'est la question que je vous pose et ça repose la question de l'évaluation des politiques publiques. Bon, je sais pas, ce n'est pas une question qui est polémique, mais enfin, en tout cas, il faudrait que les législateurs, et vous faites partie donc, des députés de la nation, puissent aussi sensibiliser peut-être les pouvoirs publics et les responsables sur ces questions de méconnaissance finalement des projets qui sont menés et des conclusions hâtives. Quand on dit que le coût d'un emploi créé par l'aide fiscale, c'est 700 000 euros, je vous assure que c'est faux. Voilà. Non, mais on est d'accord, il y a un parti pris. Je veux dire, aujourd'hui, on prend quelques éléments comme cela parce qu'il y a un parti pris. Le parti pris, j'écoutais en venant, en sortant de la réunion, j'écoutais ce que disait monsieur le président de l'ADIR, c'est de chercher les économies. Mais moi, j'entends tout cela. Je suis bien sûr disponible pour travailler avec vous parce que c'est vous, encore une fois, c'est vous les experts, c'est vous qui allez m'alimenter techniquement. Moi, je suis une voix. Et je partage ça et je le dis en toute sincérité qu'il faut mettre le paquet sur nos économies et il ne faut surtout pas aujourd'hui remettre on est dans un contexte qui est difficile. Je regardais encore un élément, c'est peut-être pas un élément comptable, mais quand l'AFD dit qu'à La Réunion, il y a un ralentissement de la consommation, elle se base sur les achats carte bleue, c'est une réalité. La consommation, comme l'investissement, c'est un des deux facteurs de la croissance. Et quand la consommation décline, ça met en difficulté nos entreprises. Donc, moi, je suis d'accord avec vous. On va voir comment, dans les prochains jours, même si, vous le savez, encore une fois, sur le PLF, quand il y a le 49.3, c'est le gouvernement qui a la main. Bon, après, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse ensemble dans les heures qui viennent, là, les quelques heures qui nous restent, les quelques jours, entre le retour du texte à l'Assemblée pour un vote définitif, même s'il y aura un 49.3, c'est comment on se mobilise dans les prochaines heures, les prochains jours, pour, entre guillemets, je dis comme ça, maintenir ce qui peut être maintenu. Mais moi, je vous mets en garde, j'ai écouté M. la dernière fois de la préfecture, je l'avais d'ailleurs félicité parce que j'avais trouvé, si je puis me permettre, que ses arguments étaient très bons, mais moi, je vous mets en garde contre un autre sujet qui va arriver l'année prochaine et qui va vraiment arriver, c'est le débat sur l'octroi de mer. Il faut qu'on se prépare là-dessus, qu'on prépare nos arguments. Moi, je vous le dis,
c'est pas le débat sur l'octroi de mer, c'est pas quelque chose que le gouvernement a lancé comme cela. Hein. Voilà. Peut-être que M. Dijoux, il a aussi quelques éléments là-dessus. Moi, c'est les éléments que j'ai. Ça viendra l'année prochaine. Hein. Le ministre des Outre-mer, je ne sais pas sur quoi il se fonde. Je ne lui fais pas de procès, M. Vigier. Hein, encore une fois, moi, je ne suis pas dans les procès d'intention. Moi, je juge sur les actes. Mais je vois qu'il vend une réforme de l'octroi de mer comme quelque chose qui va faire baisser les prix. Et moi, j'ai peur là-dessus. Voilà, donc préparons-nous également sur ce sujet-là, même si je pense que vous, les experts comptables, c'est peut-être moins votre sujet que les acteurs économiques, mais encore que, Monsieur Lala. Alors, merci, monsieur le député. C'est un autre débat qu'on ne va pas aujourd'hui mener, Non, puisqu'on je ne dis arrive. pas de l'aborder ce soir, je sais. Hein. Mais ça fait partie effectivement d'un prochain webinaire et j'entends et je vais saisir la balle au bon avec Dominique Mogène et à la commission Outre-mer des experts comptables de France. Nous allons bientôt effectivement aussi travailler, mais pour cela, on sera bien sûr entouré de spécialistes et je sais que l'ADIR, représenté par Michel Dijoux, a beaucoup travaillé sur cette question de réforme de l'octroi de mer. C'est un serpent de mer auquel nous sommes malheureusement habitués dans nos territoires. Avant de vous quitter, en vous remerciant tous les deux, bien sûr, pour votre participation, puisque il y avait effectivement une dernière question qui a été posée par, à cette fois-ci, un spectateur anonyme qui, effectivement, pointe le fait que aujourd'hui, l'administration fiscale ne dispose pas du montant des investissements, alors que les cabinets de défiscalisation, les monteurs, ont l'obligation de fournir l'information. Mais malheureusement, comme le pointe le rapport de l'IGF, monsieur ou madame la spectateur ou la spectatrice anonyme, malheureusement, comme le pointe le rapport de l'IGF, les déclarations 2083 ne sont pas d'abord toutes adressées à l'administration et malheureusement, cela n'est pas sanctionné alors que ça devrait l'être. Et puis deuxièmement, lorsqu'elles sont établies, elles ne sont pas complètes et aujourd'hui, l'administration fiscale dispose que très peu d'éléments pour mesurer la nature et l'ampleur des investissements qui bénéficient de l'aide fiscale. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce que je vous propose, c'est de mettre un terme à ce webinaire, puisqu'on va effectivement rester à ce format d'une heure. Donc, je voulais remercier d'abord les nombreux participants. Nous sommes 52, vous êtes 52 à être inscrits, alors qu'il est à La Réunion déjà 20 heures. Bien sûr qu'il est un peu moins tard dans d'autres territoires. Et je crois qu'en Guyane et en Guadeloupe, il doit être midi. Dominique, donc c'est l'heure pour vous d'aller déjeuner, comme pour nous. Alors, ton micro est désactivé. Excuse-moi, oui, c'est vrai. Donc, je confirmais simplement qu'il était midi en Guadeloupe et 13h voilà, sur la Guyane. Pour vous, il est l'heure d'aller déjeuner, alors que pour nous, ben monsieur Naïe, on vous aperçoit, hein, formidable. Hein, oui, on a effectivement oui. Et donc, merci. alors que pour nous, il est l'heure d'aller dîner à La Réunion notamment, et puis je pense qu'à Mayotte, c'est la même chose, et puis qu'à Paris, c'est l'heure peut-être de prendre l'apéritif, puisqu'il est 18h ou 17h plutôt. Voilà. Donc, merci en tout cas à tous les participants. Surtout, restez en contact de la commission Outre-mer des experts comptables de France. Moi, je remercie Michel Dijoux et puis je remercie bien sûr le député Philippe Naillet pour votre participation et puis pour vous être prêté donc à ce jeu-là. Merci à Dominique Mogène et merci aussi au permanent de CF. Je pense à Vincent Ferrard qui nous écoute et qui est délégué général, qui nous a aidés pour la relance et la participation. Désolé également pour des problèmes d'horaire, puisqu'on avait effectivement des problèmes de fuseau horaire et donc les communications un peu, disons, se sont entremêlées, mais je remarque avec bonheur que nous étions dans plus de 52 participants et nous attendions 56 personnes qui s'étaient inscrites. Donc, je crois que c'est un sujet qui intéresse. L'aide fiscale est un sujet ultra sensible, monsieur le député. Je pense que ce sont des questions que vous aborderez dans les semaines qui viennent. Moi, ce que je vous propose, c'est que sur l'octroi de mer, effectivement, avec bien sûr l'ensemble des acteurs, et Michel Dijoux est un acteur majeur qui s'est largement exprimé à travers les médias et à travers son rôle de président de l'ADIR sur cette question-là. Donc, je vous invite à un prochain débat avec les experts comptables ultramarins sur les questions de l'octroi de mer lorsque le gouvernement va décider d'avancer et de peut-être consulter les socioprofessionnels en notre qualité
de sachants, d'accompagnateurs des entreprises, d'accompagnants des entreprises. Nous serons là, bien sûr, pour vous accompagner et pour vous aider, monsieur le député, et bien sûr, monsieur Dijoux, dans vos fonctions. Voilà. Dominique, le mot de la fin à toi, peut-être. Bon appétit, en tout cas. Et puis, merci à tous. Et je vous dis à très, très bientôt. Merci beaucoup. Et comme on ne se verra pas d'ici la fin d'année, bonne fête déjà de fin d'année et meilleurs vœux pour l'année 2024. À très, très bientôt. Merci Philippe, merci Michel, merci Dominique. À tous. Merci très bientôt. Beaucoup. À très bientôt, tout le monde. Au revoir. Merci Michel, au revoir. Au revoir.